Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à l'édition d'information du soir de la télévision Shekina TVS. Au sommaire de ce journal, les agents de l'agence gabonaise de presse AGP observent depuis 48 heures une grève de la faim due à des impayés de salaire de près de 10 mois. Vous aurez les détails au cours de ce journal avec Ephraim Biyogedzo. Par ailleurs, aujourd'hui marque le lancement de la semaine de l'hygiène bucco-dentaire dans les établissements du premier degré. Pendant 7 jours, les enseignants seront sensibilisés sur cette opération. Les détails tout de suite avec Marielle Ecom. Je l'annonçais tout à l'heure au sommaire de ce journal, seule la grève de la faim devient le dernier recours pour les agents de l'agence gabonaise de presse AGP qui observent une grève de la faim, comme je le disais tout à l'heure, depuis 48 heures au siège de cette entité de communication. Ephraim Biyogedzo. L'agence gabonaise de presse serait-elle en passe de mettre la clé définitivement sous le paillasson? C'est ce que nous sommes tentés de dire ici, après la grève de la faim lancée depuis 48 heures par le personnel des sous-outils de communication, lesquels réclament la régularisation de leur situation administrative, soit 10 mois de salaire impayé. Depuis cette descente aux enfers, ces employés tirent au quotidien le diable par la queue. Plusieurs personnalités se sont succédées à la tête de cette entité, sans pourtant remédier aux difficultés que rencontre le personnel. Pour preuve, des promesses faites à leur endroit n'ont jamais été tenues. Bientôt 3 ans, nous, les agents de l'agence gabonaise de presse, sommes en chômage forcé. Et nous avons assisté progressivement à la déstructuration de notre organe de presse, impuissant. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Quand bien même, on sait que les auteurs de la destruction de l'agence gabonaise de presse sont connus et identifiés. Mais rien n'est fait pour essayer de trouver une solution. Donc, à la suite donc de cette grève, nous demandons 2 choses. La réhabilitation de notre organe de presse, parce que nous n'avons pas demandé à devenir des chômeurs aujourd'hui depuis bientôt 3 ans, mais également le paiement de nos salaires, afin que nous retrouvions un minimum de dignité. Une dignité presque perdue pour ces responsables de famille. Plus de 300 millions de francs CFA sont nécessaires pour la restructuration de l'agence gabonaise de presse. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont été chassés de chez eux, d'autres ont perdu la vie, d'autres encore souffrent de maladies cardiovasculaires. Donc vous comprenez que face à une situation aussi difficile, nous n'avions plus d'autre choix. D'autre choix pour attirer l'attention des autorités sur la dangerosité de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. L'administrateur directeur général, de son côté, exige les fonds nécessaires au bon fonctionnement de l'AGP. Aujourd'hui, l'agence gabonaise de presse nécessite pour son contingent d'agents contractuels qui est de près de 50 personnes, parce que la masse globale du personnel est de à peu près 86 personnes, dont au moins 27 fonctionnaires et 50 contractuels, et d'autres ce sont des stringers, ce sont des collaborateurs extérieurs. Et donc ce contingent demande chaque mois une masse de 28 millions de francs. Et si vous multipliez cette masse par an, ça fait à peu près 336 millions de francs qu'il faut payer pour pouvoir tenir. Or, le budget qu'affecte l'État à l'agence, cette année, dans la loi de finances initiale, c'était 192 millions. Si vous avez 192 millions, vous avez une dépense obligatoire qui est de 336 millions. Vous voyez qu'on ne peut pas tenir. Et vous avez, à la loi de finances rectificative, l'État a fait un effort supplémentaire. On a porté ce budget de 192 à 263 millions. Donc, même les 263 millions ne permettent pas de tenir. C'est ce qui explique ces arriérés de salaire. Et vous savez qu'actuellement, la budgétisation par objectif du programme fait que les paiements soient faits par tranche et soient faits par des niveaux. Donc on paye par exemple 15%, les 15% ne peuvent pas permettre de payer la masse qu'il faut. Et si on fait des tranches, ces tranches ne permettent pas de payer au moment venu. Donc ce qui fait que parfois on peut passer 2 mois, 3 mois sans recevoir d'argent de l'État. Mais pendant ce temps, on vit comment? La production du quotidien Gabon Matin arrêtée depuis belle lurette, cette entité n'est plus en mesure de produire des ressources propres, chose
qui doit emmener certains de ses responsables à repenser sur les rôles et missions de l'agence gabonaise de presse. À l'intérieur du pays, notamment à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, après la réhabilitation de l'école Avenir par l'élu de Lambaréné, Richard Auguste Onouvier, l'élu est revenu cette fois-ci avec un don de matériel destiné à cet établissement. Un reportage de nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Il avait promis, il le réalise. Après avoir réhabilité l'école Avenir, il y a 2 semaines, un établissement touché par l'orage du 17 février 2016, l'élu de Lambaréné, Richard Auguste Onouvier, a mis à profit ce 2 décembre 2017, en acte concret, une promesse faite aux encadreurs de l'école. Il s'agit en clair d'un photocopieur, d'une imprimante multifonction, d'une débroussailleuse ainsi que tous ses accessoires. La raison est hélène, mais l'émotion est nègre, disait le grand poète. Cette émotion était perceptible chez le directeur de l'école ainsi que la patronne de l'éducation nationale dans la province du Moyen-Ogooué. Hier, c'était une promesse. Aujourd'hui, ce n'est qu'une réalité. Il s'agit d'une impérieuse nécessité et l'école publique Avenir qui accueille une diversité d'ethnies sans distinction est fière de vous recevoir en ce jour. Il y a un tout petit mot qui a 5 lettres. Ce tout petit mot, c'est de dire toujours merci. Cet apport permettra de participer au confort de l'établissement, lui redonner son éclat et augmenter sa capacité opérationnelle. À Lambaréné, il va sans dire que solidarité et RAO ne font qu'un. Le philanthrope a dit venir participer au travail louable des enseignants, ô combien difficile. Le geste de ce matin n'est que la suite de la promesse que j'avais faite à la communauté de l'éducation nationale et à l'association des parents d'élèves de compléter la réflexion complète de cette école dont les toitures avaient été emportées par le violent orage que nous avons subi ici il y a 2 ans et pour permettre au directeur d'école et à l'association des parents d'élèves d'avoir un établissement toujours propre pour le confort des enfants. J'avais promis d'offrir une débroussailleuse. Ça a été fait ce matin. Et pour permettre à la communauté des enseignantes et des enseignants de travailler dans un meilleur confort, j'avais promis de leur offrir une photocopieuse, ce qui les met à l'aise pour les copies des devoirs des enfants. Donc ça a été fait. En demandant aux récipiendaires d'en faire bon usage, le président de l'Assemblée nationale a promis souvent faire des tours ici à l'école Avenir pour vérifier de lui-même le fonctionnement de l'école en tant que bon voisin, a-t-il dit. Cette tronçonneuse est quasiment mixte. Ici, il y a les hélices pour les parties difficiles. Là-bas, vous avez le fil, donc vous pouvez changer pour les parties uniquement où il y a l'herbe. Donc, quand je viendrai, comme je suis voisin, vous rendre visite pour regarder, je suis sûr que je trouverai un établissement où il n'y aura pas d'herbe qui dépasse. Ceci, ni plus ni moins, est un acte de haute portée sociale qui s'inscrit dans le triptyque du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, paix, développement, partage. À Lambaréné, par contre, du moins dans la capitale économique Port-Gentil, les révérends des quartiers Balises et rue des Cités sont descendus sur le terrain afin de nettoyer les caniveaux pour lutter contre les nombreuses inondations dont ils font face depuis l'arrivée des pluies. Edwin Axel Nzenye, Média Plus Port-Gentil, reportage. Déterminés à lutter contre les eaux pluvieuses qui rentraient dans leur habitation le week-end dernier, pelle en main, certains riverains des quartiers rue des Cités-Unies, Interphoto et de la Balise sont descendus sur le terrain pour curer les caniveaux et créer des excavations. Voilà, je précise bien, depuis 7 ans, ces caniveaux sont bouchés et malheureusement on est inondé depuis les pluies qui n'ont pas cessé depuis, je pense que ça fait déjà quelques jours. Donc là on est en train d'essayer de
de libérer les caniveaux, chose qu'on n'était pas censé le faire parce qu'il y a la mairie, il y a des... Voilà, donc. Avec combien d'années? Plus de 5 ans, ils n'ont pas pu faire ça. Donc nous on le fait, tu vois derrière là, derrière avec le delta, tout ça, il y a l'eau. Chez les voisins, tout ça, il y a l'eau. On le fait pour aider les voisins comme la mairie n'arrive pas à faire. C'est le boulot de la mairie, mais ils ne le font pas. La mairie ne fait rien. On s'inonde. On dort avec les crapauds dans les maisons. Et le maire central et le maire du 2e arrondissement, ils sont incapables de faire. Nous sommes en 0 mètre là, du service technique de la mairie. Les agents de service technique de la mairie sont en veste. Ils sont incapables de prendre les pelles et curer les caniveaux. Après on va dire que c'est Ali Bongo. Donc tout c'est Ali. Pour venir curer les caniveaux, il faut attendre Ali. Donc on le fait parce qu'on en a marre de rester dans l'eau. Des inondations qui viennent une fois de plus compliquer les conditions de vie des Port-Gentilais. Et pourtant, les mettre dans les coins, c'est le moment où il faut venir sillonner les quartiers. Tous les matelas dans l'eau. Si tu peux aller filmer même là où tu vois le petit enfant, tout est inondé. Le chef de quartier est là, il ne réagit pas, il ne dit rien. Ça sert à quoi de vous voter, de leur voter? Tout de suite là, je viens d'enlever l'eau chez moi, tout de suite là, j'ai ici fatigué d'enlever, donc j'ai oublié de les laisser. Plein, je te dis. Donc, ce que je voulais seulement, c'est ça. Il ne faudrait pas que ce soit la population qui doit faire maintenant le travail de la mairie. Jusqu'à présent, de nombreux ménages de la capitale économique se retrouvent encore avec les eaux dans les différentes pièces de leur maison. Outre les inondations, la capitale économique Port-Gentil fait aussi face aux coupures d'électricité et d'eau dues aux travaux entamés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, comme nous rapporte Raissa Kerianondo des Médias Plus. Depuis quelques jours, l'on observe dans la capitale économique une série de coupures de la desserte en eau et en électricité. Ce délestage entamé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, pour des raisons qui nous sont encore inconnues à ce jour, laisse de nombreux concitoyens interrogatifs et surtout mécontents au regard des désagréments occasionnés par ce phénomène devenu trop récurrent. C'est pas bien, hein? Si seulement ils peuvent peut-être améliorer leur façon de faire. D'abord, rien qu'hier seulement, mon poisson a pourri là jusqu'à là. Tu as ton appareil branché, le courant se coupe. Après ça revient, on ne sait pas à quelle heure, tout ça, des moustiques et tout et tout. Si au Gabon on avait un autre concurrent, je ne crois pas que les choses devaient se passer ainsi. On va faire comme on est obligé. Là, ils ont remis. Peut-être dans 3 minutes, ils vont encore couper. Quand ils coupent, on fait comme, on reste comme ça. Chez moi, je suis sorti parce que j'ai ma machine en marche. L'absence d'une communication régulière entre Dame SEG et ses usagers suscite des frustrations auprès de ces derniers. La population se voit délaissée et puis ils n'annoncent même pas les coupures sans arrêt. Bon, je ne sais pas si pour eux ça leur fait plaisir, mais nous... C'est comme si on s'en fout des populations. C'est vrai, ils ont des revendications, mais nous aussi on paye les factures. On doit passer dans les chaînes de télé, faire des communiqués que bon, de telle heure à telle heure, il va y avoir des coupures. Comme ça, nous les populations, on a avisé. Lassés par cette situation, d'autres se sont résignés. Même si nous nous plaignons, il n'y aurait pas de solution. On connaît ce qui se passe ici dans le pays. La moindre des choses, c'est quoi? C'est accepter la situation et attendre que ceux qui les concernés puissent faire quelque chose, c'est tout. Tout le temps, la population se plaint pour le même problème. Et ça dure depuis des années. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais encore me plaindre. Panne et détérioration d'appareils électroménagers, perte de denrées alimentaires périssables et au pire des cas, incendie, à l'exemple de celui qui s'est produit dans la nuit du 22 novembre au quartier Amboué Central, sur la route en pavé, sont depuis lors le lot quotidien des populations port-gentillaises qui ne demandent pourtant qu'à être avisées au préalable afin de leur permettre de se préparer en conséquence. Gageons que ces doléances ne tomberont pas dans des oreilles de sourds et que les responsables de la région littorale de la SEG tiendront compte de ces revendications. Pour paraphraser le slogan de l'entreprise, l'eau et l'énergie pour la vie. De retour à Libreville, la capitale gabonaise, du 11 au 22 décembre 2017, dans les établissements du premier degré, les enseignants participeront à des séances de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire.
Cette initiative de secours dentaire a été officiellement lancée ce matin par le secrétaire général du ministère de la Santé. C'était en présence de notre reporter Marielle Ekom. Et c'est parti pour la 5e édition de la semaine de l'hygiène bucco-dentaire. Au Gabon, des études récentes montrent que les fréquences de ces maladies atteignent des proportions dramatiques au sein des populations en général et surtout en milieu scolaire. D'où la nécessité d'une telle campagne. Les résultats des enquêtes épidémiologiques en la matière menées dans notre pays depuis 2001 sont qualifiés par les spécialistes de dramatiques, aussi bien dans les autres communautés gabonaises qu'en milieu scolaire. C'est pourquoi, avec la mise sur pied de cette campagne de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire depuis la rentrée scolaire 2012-2013 dans notre pays, nous ne pouvons qu'émettre simplement le vœu qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le contexte économique et social particulièrement difficile que nous connaissons et qui requiert par conséquent un effort de réflexion collective en vue de trouver les voies et les moyens pouvant aider les couches les plus vulnérables à espérer des jours meilleurs. Un combat contre les maladies dentaires qui passe nécessairement par la prévention parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Une lutte que mène acharnément la fondation Secours Dentaire. L'avenir brillant ont besoin d'être soutenus par des messages positifs aux enfants et à leurs familles sur la santé bucco-dentaire. La sensibilisation en hygiène bucco-dentaire dont nous assistons ce matin aux cérémonies de lancement dans les écoles au Gabon pour l'année scolaire 2017-2018 fait partie de la prévention qui est l'une des démarches d'intervention en santé publique. Cette campagne, organisée en partenariat avec la société Colgate, à travers son programme à réputation mondiale Bright Smile, Bright Future, en français à sourire éclatant, Avenir brillant, touche environ 50 millions d'écoliers et leurs familles. Chaque année, le programme à réputation mondiale Bright Smile, Bright Future de la société Colgate-Palmolive, programme d'éducation à la santé bucco-dentaire, touche plus de 50 millions d'écoliers et leurs familles, en 30 langues dans 80 pays. C'est grâce à des enseignants comme vous que ce programme basé sur l'estime de soi a connu son succès international. Colgate reconnaît que la promotion des partenariats entre les gouvernements et les organisations de santé et de l'éducation, les associations professionnelles et les fournisseurs de soins de santé renforce l'impact de l'initiative du BSBF dans le monde entier. Le programme BSBF a été développé avec un comité consultatif international d'experts en éducation, en soins dentaires et en experts ayant une expérience multiculturelle, et testé avec des enfants et des enseignants dans des classes réelles. En collaboration avec les éducateurs comme vous, c'est un véritable partenariat en faveur de santé des enfants. Bright Smile, Bright Future offre aux enseignants et aux enfants et aux familles dans le monde entier des outils dont ils ont besoin pour que les bonnes pratiques en matière de santé bucco-dentaire fassent partie intégrante de leur vie. Avant de lancer officiellement cette campagne, le secrétaire général du ministère de la Santé a tenu à rappeler l'importance que revêt l'hygiène bucco-dentaire. Important pour nous de réaffirmer l'engagement du gouvernement, du ministère de la Santé, en vous disant que la santé bucco-dentaire fait partie aujourd'hui des priorités de notre action sanitaire. Comme vous l'avez constaté lors des différents discours, 75% des jeunes sont touchés par cette maladie qui constitue aujourd'hui une gangrène pour cette cible. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, l'hygiène bucco-dentaire, la région bucco-faciale, c'est le premier cliché, la première photographie qu'on se fait lorsqu'on regarde une personne. La seule arme pour combattre cette maladie, ces maladies bucco-dentaires, c'est la prévention. La prévention passe par des gestes simples. Il ne suffit pas d'avoir des milliards pour lutter contre la carie, mais il suffit de mettre en place un véritable programme de lutte contre ces maladies bucco-dentaires. Des actions ponctuelles comme celle-ci sont bien, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en place une véritable stratégie nationale de lutte contre les maladies bucco-dentaires en identifiant quelles sont les cibles, quelle stratégie avoir vis-à-vis des plus jeunes, tels que ceux qui ont tout à l'heure chanté l'hymne national,
quelle stratégie avoir vis-à-vis de leurs parents, quels sont les messages clés qu'il faut porter à leur rencontre, mais aussi former tous ces acteurs, tous ces médiateurs qui peuvent nous assister pour faire en sorte que nos jeunes puissent se concentrer sur l'apprentissage à l'école et non d'avoir un souci de mal dedans qui les perturbe et qui garantissent leur échec scolaire parce que tout simplement, ils n'ont pas pu suivre les cours, ils ont été absents parce qu'ils sont mal à la dent. Durant une semaine, les enseignants de la circonscription scolaire de Libreville-Est participeront aux séances de sensibilisation dans leurs écoles afin de bien faire le relais, car en éduquant un enfant, on participe aussi à l'éducation de sa famille. C'est un fait qu'on peut observer dans notre société aujourd'hui. Avoir un litige foncier ou autre avec une haute personnalité du pays relève d'un combat sans merci, dans la mesure où c'est le plus souvent la loi du plus fort qui l'emporte. Inès Gungamombo. Aujourd'hui, dans notre pays, il est rare, sinon difficile d'obtenir gain de cause lorsque vous avez un litige avec une haute personnalité. Le dernier fait en date remonte au problème de légitimité du couloir qui mène à l'école publique de la cité Damas 1, qui oppose sieur Daniel V. Assoumou à M. Hubert Minant. Un bras de fer déséquilibré dont les conséquences sont déjà visibles sur le terrain avec l'arrestation du premier cité. À cela s'ajoute le litige foncier qui oppose M. Judikaël Ngwamasaga à l'autorité municipale de la commune d'Akanda. La semaine passée, ils m'ont appelé, lundi autant pour moi, dans la semaine, ils m'ont appelé au parquet, ils m'ont dit, monsieur Assoumou, apprêtez-vous parce que, tenez ce papier parce que lundi, vous allez passer au barreau. On connaît comment ça se passe dans le pays là. On sait comment ça se passe. Moi, je sais que Hubert Minant, lui, il s'appuie derrière ces derniers-là pour que moi, on m'écarte de ce couloir pour que je me retrouve en prison, pour qu'il s'encapare de ce couloir-là où il sait que lui, il n'a pas investi 5 francs. 5 francs. Bon, comme lui, il nous traite des chiens errants, des cafards. Il dit que lui, il demande à ce que nous, puisque lui dit que nous, on veut lui faire le bras de fer. Personne ne vaut son fils. Eu égard à ce qui précède, on est tenté de penser que la justice gabonaise serait celle des plus forts qui dictent leurs lois dans le pays. D'où la question de savoir vers qui doivent se tourner les victimes si l'on ne peut plus croire en notre justice. Une situation qui doit interpeller les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités et surtout ne pas se laisser corrompre par des sommes faramineuses. Mes adversaires ont des moyens qui sont au-dessus des êtres humains normaux et qui décident, quand ils veulent, d'écraser la loi, de piétiner la loi, parce que pour eux, ils sont la loi. Monsieur Césaroni, avec les 16 appétits des agents immobiliers, a jeté un regard sur mon terrain, avec la complicité de son troisième maire et accompagné des manipulations de M. Akomo Zogo Auguste. Je suis aujourd'hui très engagé et déterminé. J'ai écrit longuement à toutes les autorités de ce pays. J'ai écrit au président de la République, sans suite. Car la justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Ce 12 décembre 2017, l'église Nazareth d'Okala fête son 2e anniversaire à travers le concept 12-12-15, lequel est un nouvel horizon qui doit s'ouvrir pour le peuple du Gabon. Un reportage de Frémio Guedzo, image Yvan Bertrand Koumile Kandoumba. Nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale l'organisation du 2e anniversaire de l'événement dénommé 12-12-2015. Cette date marque le jour que les Gabonais, croyant en Jésus-Christ, lui ont dédié notre pays. L'avantage de recommander une nation à Jésus-Christ est que la Bible ou la parole de Dieu déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Nous avons noté depuis l'élévation de Jésus-Christ sur le Gabon
le 12 décembre 2015 une certaine impossibilité de pouvoir garder secret tout mal qui y est commis, selon la déclaration de la parole de Dieu qui dit que rien de ce qui est caché ne restera caché. C'est le lieu, mesdames, messieurs, d'encourager les chrétiens à davantage croire en l'accomplissement de la prophétie délivrée ce jour du 12 décembre 2015. Aussi, il est important de porter à leur connaissance que comme Dieu parla à Moïse d'accompagner le peuple d'Israël à Canaan, le pays où coule le miel et le lait, ainsi est recommandé aux chrétiens de croire en l'accomplissement de cette prophétie tout en s'en appropriant pour hâter davantage la main de Dieu. Raison pour laquelle nous convions le peuple gabonais à prendre part à la commémoration du 2e anniversaire de cet événement qui aura lieu demain 12 décembre 2017. Je vous remercie. Après la descente du directeur de cabinet du président de la République au port d'Ovendo, lieu de grève des régies financières et descente ayant conduit au paiement de 50% de leurs dus, l'on constate malheureusement encore des irrégularités qui ont conduit ce matin à la tenue du point de presse organisé par la Fédération des syndicats des régies financières et administration à Sibilé. Les propos du président du syndicat ou de la fédération ont été recueillis par Audrey Mebiam. Le bureau fédéral de la Fédération des syndicats de régie financière et administration assimilée a convoqué ce matin un point de presse. Ce point de presse fait suite à la rencontre que nous avons eue à la présidence de la République le 27 du mois de novembre dernier. Cette rencontre qui a permis à la Fédération des syndicats de régie financière de suspendre son mouvement de grève afin de rentrer en négociation avec les membres du gouvernement. C'est donc à la suite de cette rencontre présidentielle que nous venons pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les agissements aujourd'hui des membres du gouvernement. Il s'agit cet après-midi, ce matin, de dénoncer l'arrêté qui a été pris par les trois ministres en charge des régies financières, à savoir le ministre du pétrole, le ministre des hydrocarbures, le ministre du budget. Cet arrêté, dont le numéro est 295, est un arrêté qui pose problème pour nous, la Fédération des syndicats des régies financières. Pour la simple raison que cet arrêté fait allusion au protocole d'accord que nous avons rejeté de manière majoritaire. Ce protocole d'accord qui nous conduit dans la précarité, nous l'avons rejeté à travers la dénonciation que nous avons faite et la pétition qui a été signée par près de 2000 agents des régies financières. Il est question pour nous de dire que la présidence de la République ne peut pas être un endroit où on fait des propositions. Lorsque nous sommes arrivés à la présidence de la République, nous avons atteint le sommet des sommets en ce qui concerne la République gabonaise. Et nous estimons que le directeur de cabinet, dans son rôle, a fait la médiation qu'il fallait. Et c'est ce que nous exigeons du gouvernement, que les instructions présidentielles soient mises en œuvre sans aucune tergiversation. Nous appelons donc les membres du gouvernement au ressaisissement afin que nous puissions trouver ensemble des solutions idoines à la crise qui sévit dans le monde des régies financières. Nous constatons pour le regretter qu'après avoir payé ces 50% qui nous ont permis de suspendre le mouvement, l'arrêté qui nous a été présenté samedi
n'est pas conforme à l'esprit des discussions de la présidence de la République. C'est pourquoi la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées se réserve le droit de convoquer dans les tout prochains jours l'ensemble des agents des régies financières afin que ces derniers puissent se prononcer sur cette énième provocation et donner la conduite à tenir quant à la suite des travaux de la fameuse commission. En dépit de ce paiement de 50% de leur dû, les régies financières ont toujours du mal à trouver un consensus avec le gouvernement. La discorde se trouve au niveau des points de revendication déposés par la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, une situation qui pourrait bien conduire à une grève générale illimitée. Un reportage de Fabiola Mangamekpa sur les images de Marc Grégoire Massala. Les régies financières qui sont en grève depuis plusieurs mois ont pu trouver une sortie de crise il y a quelques semaines lors d'une rencontre avec le gouvernement. Une rencontre qui aurait tourné en supercherie du gouvernement, nous explique le président de ce syndicat. Afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation des régies financières, une situation que nous avons l'impression qu'elle ne trouvera pas sitôt une solution idoine et définitive, parce que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont certainement un autre programme que celui du président de la République qui nous a reçus au travers de la personne de son directeur de cabinet, avec qui nous avons eu une réunion de haut niveau dans laquelle des décisions ont été prises. Parmi ces décisions, il y avait la mise en place immédiatement, n'est-ce pas, du comité qui devait discuter, réfléchir sur 3 points. Le premier point, c'est de faire l'audit sur la gestion des primes depuis 2014 jusqu'à nos jours. Le deuxième point, c'est de faire l'audit sur les effectifs des régies financières. Et le troisième point, c'était de réfléchir sur le nouveau mécanisme de paiement des primes dans les régies financières. Nous constatons à ce jour que le comité qui devait se mettre en place immédiatement, 15 jours après, n'est pas mis en place. Et à notre grande surprise, samedi, à 15 h, j'ai été appelé au ministère de l'économie pour recevoir un document. Ce document, c'est simplement un arrêté qui date de juillet 2017 et qui n'a simplement été que réchauffé pour nous faire croire que cet arrêté nous permettrait de mettre en place le comité en question qui devrait réfléchir. Or, dans cet arrêté, il ne conforme ni l'esprit ni la lettre de discussion à la présidence de la République. Après une large concertation avec le gouvernement, les agents des régies financières sont surpris de l'acharnement du gouvernement à ne pas respecter les différents points de revendication. Que pendant que la présidence de la République a donné des instructions en disant que ce protocole qui a été signé en 2017 à 3 h du matin et qui a conduit les agents dans les régies financières au port, fermer le port, n'était plus d'actualité parce que la présidence de la République a donné des instructions fermes au directeur général du Trésor afin de payer le reliquat de ce qui était réclamé. 50% nous a été payé de ce reliquat du 10 novembre, ce qui nous a permis de suspendre le mouvement et de rentrer, d'attendre le démarrage des négociations. 15 jours après, ces négociations n'ont toujours pas démarré. Et nous sommes dans le regret de vous informer qu'aujourd'hui, on nous informe qu'il y a un comité bipartite entre le gouvernement et les partenaires sociaux, à l'intérieur duquel se trouve une coordination uniquement composée des membres du gouvernement et un comité technique composé des membres des syndicats et des directeurs généraux. Je voudrais savoir de qui se moque-t-on, parce que nous sommes sortis de la présidence avec une victoire. Nous sommes sortis de la présidence avec une décision. La décision est simple. La décision de la présidence de la République a été que pendant 3 mois, nous devons négocier. Nous devons négocier autour des points que nous avons précités. Et pendant que nous négocions sur ces points, nous devons être payés sur la base du protocole d'accord de 2014. Or, l'arrêté qui nous a été transmis samedi ne fait nullement allusion au protocole de 2014. Alors nous voulons savoir autour de quoi nous allons discuter avec ce gouvernement. Espérons toutefois que le gouvernement et les régies financières trouvent un terrain d'entente, car les conséquences seront désastreuses, à en croire certaines indiscrétions.
C'était un reportage de Fabiola Mangamekpa sur un tout autre plan, mécontent de la hausse vertigineuse du prix du carburant à la pompe. Le syndicat des transporteurs terrestres du Gabon a exprimé sa vive préoccupation sur cette augmentation inexpliquée. C'était au cours d'un point de presse tenu à cet effet et je vous propose d'écouter son président Jean-Robert Meignet. Comment comprendre que l'absence d'une subvention puisse conduire à une augmentation pratiquement une par mois? Si la donne semble être l'application du mécanisme d'indexation, qu'on publie alors la structure des coûts pour qu'on voit à l'intérieur de cette structuration la rubrique qui augmente toutes les semaines et qui contient la séance continuelle. En réalité, c'est l'État qui augmente de manière drastique sa part de revenus sur les ventes de carburant dans sa quête permanente de niche d'argent. Appelle quelques préoccupations inquiétantes. D'abord, cela va mener à l'asphyxie à terme des secteurs d'activité à forte consommation de carburant, ce qui est le cas des transports terrestres, explosant ainsi le niveau de charge actuel, amplifié par le phénomène récurrent du racket et des différentes tracasseries policières. 2. Cela va entraîner des dommages collatéraux sur d'autres secteurs d'activité, incluant le transport. C'est le cas du commerce. 3. Les particuliers propriétaires de véhicules personnels dans un contexte général de difficultés financières. Enfin, cela va impacter les populations gabonaises qui pourraient subir le contre-coup de ces augmentations sur l'ensemble des services, les transports, le commerce, les prix des produits de première nécessité, etc. Par conséquent, nous demandons l'annulation de la dernière hausse des prix du carburant, car non justifiée, abusive et spoliatrice. Par ailleurs, nous appelons à une mobilisation générale des transporteurs, des sympathisants, des secteurs concernés par les questions de carburant, ainsi que les particuliers, ce vendredi 15 décembre 2017, au lieu dit de l'ancienne gare routière à partir de 6 h du matin. Pause de protestation donc ce vendredi 15 décembre 2017 à l'ancienne gare routière de Libreville. Je vous remercie. À présent, l'actualité hors de nos frontières nous conduit essentiellement sur le continent américain, en commençant par les États-Unis d'Amérique. Après une semaine de lutte contre les incendies en Californie, le foyer le plus important progresse en direction de la ville de Santa Barbara, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Presse internationale, reportage. Malgré l'épais nuage de fumée, les secours continuent de se battre contre les flammes. Sur le terrain, les pompiers ne maîtrisent toujours pas la situation. C'était des incendies très agressifs et une vraie bataille contre le feu. Maintenant, nous avons encore des foyers d'incendie dans cette zone. Notre priorité sont les structures et évidemment la vie et la propriété. Parti lundi dernier, le feu continue sa progression au nord de Los Angeles. Il se dirige maintenant vers Santa Barbara, profitant d'un sol sec et de vents violents. Des dizaines de milliers d'hectares sont réduits en cendres, 500 bâtiments ont été détruits. Après plusieurs jours, les résidents de Ventura reviennent chez eux et ne trouvent que des tas de gravats carbonisés. Cette femme a eu de la chance, sa maison est intacte. C'était très choquant. Mes voisins regardaient toujours autour de moi pour voir s'il y avait quelque chose qui avait été sauvé. C'était tout simplement incroyable de voir que notre maison était toujours debout et que rien ne s'était passé. C'est la deuxième fois en moins de 2 mois que la Californie est ravagée par les flammes. L'année 2017 a d'ailleurs été la plus meurtrière en Californie à cause de ces incendies à répétition. Au Venezuela, le parti du président vénézuélien Nicolás Maduro a largement remporté dimanche les élections municipales boycottées par l'opposition.
laquelle opposition a été très vite exclue dans la foulée de la présidentielle 2018. Reportage. Peu de monde dans les bureaux de vote et un résultat sans surprise. 90% des municipalités sont remportées par le parti de Nicolas Maduro. Les électeurs ont boudé les urnes. Ils étaient appelés à boycotter le scrutin par les principaux partis d'opposition. Le bras de fer continue et Nicolas Maduro riposte. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2018. Un parti qui n'a pas participé aujourd'hui et appelé au boycott des élections ne peut plus participer. C'est le critère invoqué par l'Assemblée nationale constituante. Ils ne pourront pas participer à la présidentielle. Les 3 principales formations de l'opposition sont de facto exclues de la prochaine présidentielle. Cette annonce met à mal les dernières négociations entamées en République dominicaine. Nicolas Maduro appelle déjà les Vénézuéliens à se préparer à l'élection et renforce sa mainmise sur le pays. Nous parlons à présent du sport et les participants, ou du moins les amoureux du noble art, ont été réunis ce week-end à la salle de boxe afin de participer au lancement officiel des activités de la Ligue. Mosconi Ngonumba. Cette reprise de saison a été difficile pour les pugilistes. Certains ont manqué de fraîcheur physique, dû certainement au manque d'entraînement pendant la période des vacances. La deuxième édition de la Coupe de Madame le maire de la commune d'Ovendo pointe à l'horizon. Il serait important que tous les clubs débutent les activités pour entamer dans 3 semaines ce rendez-vous à ne pas manquer. C'était dans le lancement officiel du championnat de la Ligue et au regard de la première journée satisfaisante, au regard de l'affiche bien sûr, des combats affichés. Nous parlons toujours de sport, mais cette fois-ci du côté infrastructure, avec la construction du palais de sport qui avance à pas de géant et à quelques mètres là, paradoxalement, la construction du stade Omnisport s'est arrêtée net. Yasser Nicolas Ndong, reportage. La 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, dont le Gabon sera le pays hôte en janvier prochain, nos autorités sportives en sont tombées d'accord. Cet accord se matérialise par de nombreuses visites au sein du dit palais des sports. Récemment, le vice-président de la République et le ministre en charge des sports se sont rendus sur les lieux. Très rapidement, au début du mois de janvier, des manifestations sportives. Alors il faut s'assurer, il fallait que je vienne m'assurer de poursuivre les travaux dans de bonnes conditions. Je peux dire que je suis satisfait, mais disons partiellement. Je ne le serai totalement que lorsque le président de la République aura constaté qu'effectivement tout est en bonne ordre et que les jeux peuvent commencer dans de très bonnes conditions. Il y a encore un problème de divertissement des personnes qui obstruent l'entrée principale. Nous allons nous y mettre. Il y a aussi un problème de poubelle qu'il faut dégager de là et nous allons organiser très rapidement, d'ici mercredi, une réunion avec le ministre de l'Intérieur, avec les personnes qui sont concernées par le divertissement, la mairie de Libreville, la société de l'eau du Gabon, ainsi que le ministère de l'Énergie, bien sûr sans oublier le ministère en charge du sport, pour
s'assurer que chacun fait ce qu'il doit faire pour que tout soit en bon ordre. Par ces mots, l'homme confirme toute l'importance à abriter cette grande messe qui réunira les 10 meilleures nations du continent dès janvier 2017. À quelques pas de ce chef-d'œuvre, le stade mythique, omnisport président Bongo croupit toujours dans l'herbe. L'éléphant blanc est abandonné à lui-même. Jusqu'à là, les travaux tardent à s'achever. À l'époque, Nicolas Sélé, ex-ministre des Sports, avait su apporter des explications dues à l'arrêt des travaux du chantier, en soulignant, je cite, « Les fissures ont été observées sur les 4 pylônes de la tribune S et la société adjudicataire des travaux réclamera encore le sou à l'État gabonais, chose qu'ils n'ont pas entendue de la même oreille. » Le deuxième homme, quant à lui, reste toujours nostalgique. Ainsi se referme cette édition d'information de la soirée sur TVS. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu le Très-Haut, à 19h30.